Je couvre le côté dérangeant de la musique depuis quelques années, et entre Gigi Allen, Mayhem, Anna Tarash et Satan Pononsky, je commence à me sentir désensibilisé à cet univers que j'ai choisi d'explorer. Je lis beaucoup de choses modestes sur des performances live insensées ou des crimes fous commis par des musiciens et parfois launch. J'ai l'impression que tout commence à se mélanger. Ces choses ne m'interpellent plus comme avant, du moins jusqu'à ce que j'entende parler de ce type. Je suis Edwin Borsheim. Salut, ça va ? Ah, ils font un bruit affreux, mais tu ne peux pas les entendre parce qu'ils sont sous terre. Ils ne bougent jamais et ils ne respirent jamais. Edwin Borsheim, leader du groupe Kettle Cadaver, est une anomalie dans le monde de la musique. Ses folies scéniques, sa personnalité singulière et son mystère ont fait de lui une figure fascinante du metal underground. Sinon, on ne parlait jamais vraiment de lui comme de Gigi Allen. Il n'a pas eu la même exposition, mais vu ses performances et son personnage sur scène, il est surprenant qu'on ne parle pas autant de lui. Parce qu'en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur d'innombrables concerts où il repousse vraiment les limites de la performance live et, on peut le dire, surpasse presque tout le monde en ce qui concerne la brutalité de son art. Beaucoup de ces histoires relèvent du folklore ou de récits de seconde main et restent largement non documentés. Mais il existe quelques fragments de documentation qui nous montrent le type de musique que Kettle Cadaver faisait, le genre de personne qu'était Edwin, et bien sûr jusqu'où allaient vraiment ses concerts. Cela inclut un album complet, 2 disques vidéo numériques notoires, et un documentaire réalisé en 2016 intitulé Dead Hands Dig Deep, créé par J. Love et Spencer Heath. Bien que ce que nous ayons soit relativement limité, nous pouvons tout de même en tirer une chronologie suffisamment cohérente, et à travers cela nous pouvons explorer la vie folle d'Edwin, depuis les épreuves de ses luttes personnelles, les choses qui l'ont inspiré, et celles qu'il détestait. Tout cela nous éclairera sur qui il était, et pourrait expliquer comment il est devenu l'un des artistes de scène les plus fous de l'histoire de la musique. Edwin Borsheim est né le 8 janvier 1977 et venait de Temecula, en Californie. Aujourd'hui, Temecula est une ville de plus de 100 000 habitants, mais dans les années 80 et 90, la population était bien plus petite, allant d'environ 15 à 30 000 personnes. Il faut le noter, un thème récurrent chez Edwin et son entourage est qu'il venait d'un lieu sans grande activité, ce qui explique pourquoi beaucoup cherchaient à s'évader. Et pourquoi ce style musical parlait sans doute aux jeunes de Temecula. Il est difficile d'entrer dans les détails de son éducation car beaucoup d'informations sont éparpillées à travers de petites anecdotes et histoires qui ne nous en disent pas beaucoup. Mais en résumé, Edwin faisait partie d'une famille relativement nombreuse qui a également un passé compliqué. Sa mère Lila a eu des problèmes de santé mentale durant l'enfance d'Edwin. Edwin a également décrit son beau-père comme un homme colérique qui le réprimandait constamment. Avec sa vie familiale difficile, il n'est pas surprenant qu'Edwin ait cherché à s'en échapper d'une manière ou d'une autre, et il l'a fait en buvant, en prenant de la drogue, en allant à des fêtes dans des arrière-cours et en jouant de la musique. Dans Dead Hands Dig Deep, il aborde ces sujets et partage des anecdotes sur des moments où il s'est battu ou a survécu à des situations extrêmes. On a l'impression, en écoutant ces récits, qu'Edwin laisse de côté certains détails ou omet certaines histoires qui pourraient être encore plus traumatisantes. On ne le saura jamais avec certitude, mais il semble que la jeunesse d'Edwin l'ait profondément marqué. Son frère Danny apparaît aussi dans le documentaire et, avec Edwin, ils partagent leurs inspirations. Grands fans de la World Wrestling Federation, ils organisaient des combats de catch à Temecula, influençant plus tard les performances d'Edwin. Il évoque aussi de nombreux groupes de rock et grunge qui l'imitaient enfant, de Nirvana à Slayer. En grandissant, Edwin a commencé à douter de l'authenticité de ses groupes et artistes. Les questions de son beau-père ont poussé Edwin à enlever ses posters et à revoir sa vision du divertissement. Et je regarde les posters que j'ai sur mon mur et je me dis, ce type a de gros pics, mais ma copine a des biceps encore plus gros, c'est vraiment punk. C'était avant Kettle Cadaver, tu vois? Je te dis, t'es enfant, tu regardes ça, c'est qui ce clown? Mec, j'adore ce disque, mais je me souviens avoir lu cette interview où il disait « Oh, c'est juste une blague, mec, cet album. » Mec, on était défoncés. Allez, mec. Un jour, je vais monter un groupe et ce sera un truc dont personne ne rira.
Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un comme mon beau-père devra, d'une façon ou d'une autre, en avoir un aperçu. Désormais, en fleutin, il voulait créer uniquement de la musique authentique et des concerts, reflétant la vraie douleur et la souffrance, des choses Gunnar Le Leon qui avaient pour lui un vrai sens et de vraies conséquences. Et il l'a fait. En 1995, Edwin et des amis ont fondé Kettle Cadaver. Devin, le bassiste, et Corwin, le batteur, expliquent dans le documentaire qu'ils faisaient en tête du skate ensemble plus jeunes, tandis qu'Edwin restait à l'écart. Cela ne les a pas empêchés de se réunir et de créer le groupe. En 1996, ils ont sorti l'album Halloween, un album de 13 chansons qui avait un thème assez cohérent du début à la fin. Il incluait des titres comme Pumpkin Man, Coffin Bangers et Symphony of Nightmares 2, fidèles à l'album. Les ours choppers sont passés. Je vais parler. Maintenant. Vu le côté artisanal de ces chansons, elles étaient à plutôt réussies. Edwin avait une voix rauque distincte qui complétait bien l'album, et le groupe s'est concentré sur un son et une idée en particulier, ce qui donnait l'impression d'un projet abouti. Plusieurs chansons récentes de cet album sont perdues, mais la plupart restent disponibles sur YouTube. À ma connaissance, c'est leur seul projet complet. Les autres sont des disques vidéo numériques ou des singles. Il pourrait y avoir plus de musique vu l'improvisation et l'indépendance du groupe, et il n'est pas étonnant qu'elles aient été perdues. Quoi qu'il en soit, c'est principalement ce qu'ils jouaient lors de leurs concerts. Mais comme vous pouvez probablement le deviner, ce n'était pas forcément la musique à laquelle les gens prêtaient attention. Il est difficile de préciser quand ils ont commencé ou si l'intensité du spectacle a augmenté, ou si c'était ainsi dès le début. Cependant, une autre de ses passions révèle assez bien ce qu'Edwin cherchait à accomplir. Comme je l'ai mentionné précédemment, Edwin était un grand fan de catch professionnel dans sa jeunesse, mais il en était venu à ne plus aimer son côté mis en scène. À cause de cela, il a décidé de créer ses propres spectacles de catch, et ceux-ci étaient aussi authentiques que possible. Il est difficile de qualifier ces spectacles improvisés dans le jardin de mise en scène, sous quelque forme que ce soit. D'après les extraits retrouvés en ligne et les images du documentaire, il s'agissait de vrais combats avec de véritables armes et des blessures réelles. Fils barbelés, battes, verres brisés, agrafeuses, etc. Tout objet pouvant servir d'arme était utilisé dans ces spectacles, et pour Edwin, cela devait être totalement authentique, sinon il refusait. Il a apporté cette mentalité sur scène lors des spectacles en direct de Kettle Cadaver. Il utilisait des objets similaires pour sa musique, mais cette fois, sans adversaire sur le ring, il exécutait ses actes sur lui-même. La mutilation, l'automutilation et la défiguration corporelle étaient fréquentes pendant les spectacles de Kettle Cadaver. Il y avait 2 disques vidéo numériques en particulier qui documentaient ses concerts, Un goût de sang en 2002 et Parmi les damnés en 2008. Une bande-annonce de Un goût de sang est sur la chaîne YouTube officielle de Kettle Cadaver et quelques extraits sont dans le documentaire, mais il reste difficile à trouver. Cependant, Parmi les damnés est plus facile à obtenir et tout aussi intense. Alors, jetons un coup d'œil aux disques vidéo numériques et découvrons un aperçu des concerts déjantés de Kettle Cadaver. Le disque vidéo numérique débute par le clip de la chanson éponyme, Parmi les damnés. C'est encore une chanson et un clip vidéo bien produit, laissant penser que ce disque vidéo numérique sera une collection de clips professionnels, mais ce n'est pas le cas. Juste après, on voit Edwin sniffer quelque chose. Il monte sur scène, puis cimetière démarre. Au fur et à mesure que le spectacle se déroule, nous voyons Edwin réaliser des actes précis de mutilation, notamment se mettre un couteau sur la tête, enfoncer des seringues dans ses joues et se stapler les lèvres. Malgré tout cela, la foule semblait passer un très bon moment, et on pouvait qualifier le spectacle de plutôt réussi. Ce qui se passe ensuite est cependant encore plus grotesque, et je ne sais même pas si je suis capable de le décrire. Nous voyons Edwin planter des clous et épingles sur une partie de son corps qui ne devrait sans doute pas les toucher. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais ce petit segment de 15 secondes du disque vidéo numérique est presque impossible à regarder à cause de la proximité et de la grossièreté de la scène. Ils reprennent la performance en direct mais passent à ce qu'on vient de voir et c'est de pire en pire à chaque fois.
Après ce qui semble être une décennie, cette partie de la vidéo se termine enfin et on nous montre à nouveau un clip musical d'apparence assez professionnelle. Je dirais même qu'il semble meilleur que le premier. La chanson Gargoyle Anthem est très bien produite et sonne très bien. Cela est suivi par le clip de la chanson The Crack of Dawn, qui s'inspire des films Mad Max et qui est très bien réalisé. Il y a quelques cascades ici qui semblent avoir coûté cher, et on peut voir qu'un véritable effort a été fourni pour la production de ce tournage. C'est à cette période que j'ai commencé à me demander si les pitreries d'Edwin, sur Scan comme en dehors, étaient pas une aide ou un obstacle pour le groupe. En général, pour des groupes comme celui-ci, ce sont leurs pitreries ou éléments qui expliquent leur succès. Mais avec Kettle le Cadaver, il semblait se passer bien plus, même si Edwin, par son côté fascinant et étrange, captait toute l'attention. On voit qu'il mettait beaucoup d'amour et de travail dans certaines chansons et vidéos, mais les gens n'y faisaient pas attention à cause de ce qui se passait autour. Même moi, je n'ai pas pu me concentrer sur ces vidéos la première fois que j'ai vu ce disque vidéo numérique tellement j'étais choqué par ce qui s'était passé 10 minutes avant, ce qui est dommage car il y a de vrais trésors ici. Mais je m'égare, car il nous reste encore pas mal de choses à dire sur ce disque vidéo numérique. Après The Crack of Dawn, 2 vidéos artisanales suivent pour les chansons Power of Pain et Erase. Si vous avez vu The Broken Movie de Trent Reznor, ces vidéos pourraient vous évoquer une ambiance similaire. Une énergie étrange et dérangeante qui naît uniquement d'une production vidéo vraiment indépendante. Ensuite, nous voyons des images pour l'instrumental de Hell House. La vidéo montre une maison inquiétante, des objets étranges et des scènes troublantes d'Edwin. Cette maison est remarquable car elle appartenait et a été conçue par Edwin. Elle s'appelait The Mower Shack, et c'était une sorte de musée-salle de spectacle qui contenait toutes sortes de souvenirs et de bibelots étranges. Elle apparaît dans de nombreuses vidéos, dont celle-ci. Elle aura aussi un rôle plus tard, alors retenez-la pour l'instant. Après cela, nous avons des images pour la chanson Sinister Clock, qui les montre en train de jouer la chanson à l'extérieur. Nous voyons ensuite des images de l'instrumental de The Descent, puis le clip de Lair of Serpents, qui met en scène de nombreux serpents, et des visuels évoquant un rituel satanique. Enfin, nous avons une chanson sombre, un morceau intitulé Fallen, qui met en scène Edwin jouant du piano. Ça paraît déprimant, mais sinon c'est assez agréable. La vidéo, au contraire, montre des extraits du disque vidéo numérique Edwin ensanglanté et des séquences de leur concert. On a un dernier plan d'Edwin jouant du piano et le disque vidéo numérique se termine. Voyage totalement fou, mais le plus surprenant, c'est que ce n'est qu'une demi-heure dans une histoire de plusieurs années. Nous ne saurons sans doute jamais jusqu'où ces folies sont allées. Sont allées, il ne reste qu'à imaginer. La même année où, parmi les damnés, est sorti, Edwin a épousé sa petite amie de l'époque, Eva O, qui était aussi une ex-petite amie du tueur en série Richard Ramirez. Edwin et Eva étaient inséparables, mais malgré leur compatibilité, leur mariage n'a pas duré. Vers 2015, ils vont séparer et Eva ne voulait plus voir Edwin. Cela l'a beaucoup affecté, et malheureusement, certaines des dernières années d'Edwin ont aussi été les plus sombres de sa vie. Tu sais, j'ai Eva juste là dans la salle de bain. Mais elle n'est plus la même maintenant. Elle ne parle plus. Avec moi, elle est très rigide parce qu'elle est faite en bois. Tu sais, donc c'est... Parfois pour moi. Que faire d'autre? Je veux juste faire ce qui est juste. Je veux juste être sincère. Il ne m'oublie pas. Il ne m'oublie pas du tout. Au milieu des années 2010, Kettle Cadaver s'était essentiellement dissous et Edwin lui-même passait presque tout son temps sur son hectare de terrain, menant une vie de réclusion. Comme je l'ai dit précédemment, Edwin et Eva n'étaient plus ensemble et Edwin le vivait très mal. Dans le documentaire, il a expliqué que malgré ses sentiments, s'éloigner d'Eva et de sa fille était la meilleure décision. Il est évident qu'il ressentait cela envers les gens en général et, à cause de cela, ses interactions étaient très limitées. Edwin passait maintenant ses journées à boire et créer parfois, mais ses frasques, jadis performatives, étaient devenues un mode de vie étrange.
Il dormait dans un cercueil avec un mannequin grandeur nature d'Eva et il semble qu'il considérait ce mannequin comme sa véritable compagne. Il a également enregistré un certain nombre de vidéos étranges où on le voyait ivre ou en train de pleurer, s'adressant souvent directement à Eva elle-même. Il a donné au réalisateur de Dead Hands Dig Deep accès à ces enregistrements et décrit la création du documentaire comme thérapeutique, assistant même à une projection. Parler de tout cela et l'exposer a sans doute été cathartique, et il est à même resté en contact avec les réalisateurs après la sortie du documentaire. Malheureusement, malgré tout cela, le 20 juin 2017, Edwin s'est donné la mort. Malgré des relations complexes avec la plupart de ses connaissances, beaucoup l'ont pleuré et gardé en mémoire comme un homme fascinant, créatif et tourmenté. Il a mis son âme à nu, ce qui a souvent causé de nombreux problèmes dans sa vie, mais cela a aussi donné lieu à des démarches artistiques intéressantes, des albums, des disques vidéo numériques et des documentaires qui seraient plus tard regardés avec nostalgie, ainsi que des spectacles en direct qui sont devenus véritablement célèbres. Comme je l'ai dit au début, Kettle Cadaver n'était pas très connu. Ils n'ont pas connu le succès de leurs contemporains, et il est peu probable qu'Edwin l'ait voulu. Mais ils avaient une énergie unique incarnant la rage et les frustrations d'une petite région. Les personnes qui ont assisté à ces concerts et qui ont survécu pour en parleront jusqu'à ce qu'elles soient vieilles et grisonnantes, et le nom d'Edwin pourra ainsi perdurer. Cela peut sembler insignifiant pour certains, mais c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui tente de faire beaucoup avec peu. On le voit dans ses spectacles de catch, ses performances live, sa musique et leurs vidéos. Malgré ses difficultés, Edwin a tenté de créer quelque chose de réel, et il est difficile de nier l'authenticité de sa proposition. Tu sais, c'est vrai. Dans chaque petite ville, ils parlent de cette malédiction, mais ici... Aussi laide soit-elle, que l'histoire soit racontée, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui, Je n'ai pas d'amour. Je n'ai pas de haine.